ça fait plaisir de voir les premiers rangs remplis. Ça me change du temps de la fac, où j'ai passé la moitié de ma carrière à rappeler à mes étudiants qu'ils pouvaient s'installer au rang de devant des amphis, parce que ça faisait au moins 20 ans que je ne mordais plus. Bon, eh bien, puisqu'on parle de ça, figurez-vous que j'ai passé le bac, moi dans l'Aude, c'est pour ça que je suis particulièrement content d'être à Narbonne, même si mon bac je l'avais préparé à Limoux, je l'ai passé il y a 60 ans, exactement cette année. Et quand j'ai passé le bac, depuis à peu près 3 ans, j'étais possesseur de ce qu'on appelait à l'époque une pétrolette, qu'on a appelé un peu plus tard une mobilette, et qui maintenant n'existe plus, mais que l'administration appelle toujours un cyclomoteur. Et j'avais gagné ça en ayant réussi au brevet. Mon papa et ma maman m'avaient offert ça. Alors ma maman avait choisi une pétrolette dont la publicité disait elle ne dépasse pas le 35 km/h. Et moi, du jour où elle était arrivée, avec un copain, on avait passé une aiguille dans le trou du carburateur, histoire de la faire monter un peu plus au-delà de 35. Vraiment. Et avec cette pétrolette, j'accompagnais un copain qui, lui, avait une vocation de coureur cycliste. Donc il montait en vélo et moi je faisais l'entraîneur avec la mobilette devant. Et on rôdait comme ça sur toutes les routes du Razès aux alentours de Limoux. Puis un jour, on est passé par Couisa. Sur la gauche, on a vu un panneau Rennes-le-Château 4 km. Et mon pote m'a dit, dis donc, là, il y a une belle côte. C'est bien pour me faire les jambes. Et donc, on a pris la côte. On est arrivé, on avait chaud tous les deux. Moi parce que c'était l'été, lui parce que c'était l'été, qu'il était monté en pédalant. Et on a demandé aux gens, à une dame qui était là, qui prenait le frais, d'avoir un peu d'eau. Elle nous en a donné en disant, si tu étais venu du temps du curé, en plus de l'eau, tu aurais eu de la grenadine. C'est comme ça que j'ai découvert l'histoire de Rennes-le-Château et du curé de Rennes-le-Château, qui était à l'époque, il y a 60 ans, une histoire globale, et qui maintenant est une histoire sans plaisanter, qui est connue dans le monde entier. J'ai un copain qui est journaliste sportif, enfin qui était, il est comme moi, il est vieux, qui était journaliste sportif à Midi Libre, à Montpellier. Un jour, il a fait un reportage, il a accompagné l'équipe de France de rugby en Australie. Il est arrivé à un hôtel. Là-bas, dans les hôtels australiens, on remplit encore des fiches. Il a rempli une fiche, Jackie, Midi Libre, journaliste. Et le gars à la réception lui a dit Midi Libre, c'est quoi? Il a répondu, c'est le journal de Montpellier. Et le bonhomme lui a rétorqué, ah oui, à côté de Rennes-le-Château. Donc, effectivement, l'histoire est connue dans le monde entier, elle s'est connue progressivement. Et je vais essayer de vous la raconter. Parce que c'est avant tout l'histoire, c'est vrai, c'est l'histoire d'un curé, un simple curé de campagne, qui est arrivé à Rennes-le-Château, certainement à la fin du mois de juin 1885. On dit à la fin, on ne connaît pas la date exacte, mais ce qu'on sait, c'est qu'officiellement, il devait prendre le poste le 1er juillet. Quand il est arrivé, il était déjà prêtre depuis quelques années, et surtout il devait être content parce qu'il était né de l'autre côté de la vallée, à Montazel. Et de Rennes-le-Château, il voyait encore la maison de ses parents, qui était un métayer aisé. Il avait 3 sœurs, il avait un autre frère qui était plus jeune que lui, mais qui était déjà curé. Et donc finalement, pour lui, c'était un peu un retour au pays. 33 ans, c'est encore jeune pour un prêtre, il avait été ordonné 4 ans auparavant. Il avait d'abord été en poste à Alette-les-Bains, dans la vallée, là aussi dans le coin, puis au Clat. Alors ça, le Clat, c'est loin, c'est dans la montagne, c'est vers les confins de l'Ariège, et c'est un endroit où l'hiver, quand il a neigé, il vaut mieux pas avoir oublié les allumettes ou la salière. Et donc, il avait passé là 2 ans, on peut penser d'ailleurs que c'était une espèce de sanction de l'avoir envoyé au Clat. Et puis bref, il avait dû sans doute donner des gages à l'évêque. Il arrive à Rennes-le-Château, et encore une fois, on se répète, il est content parce que de là-haut, il voit sa maison natale. Un curé, ça découvre le presbytère et ça découvre l'église. Le presbytère est inhabitable, et à l'église, il faut éviter de dire la messe les jours de pluie, ou alors il faut que chacun porte un parapluie. Donc tout ça est dans un état absolument déplorable, et il va décider que sa première tâche, ce sera de restaurer l'église. Le presbytère, il s'en fout un peu, il peut loger chez l'habitant,
mais l'église c'est important. Et il faut bien le noter, c'est qu'il va rester à Rennes-le-Château jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1917, donc il va y rester 28 ans, et il a toujours bien fait son boulot de curé. Est-ce qu'il avait la foi? C'est une autre question, mais il a toujours été un très bon prêtre, il a bien fait le job. Et donc, constatant l'état de son église, dès la fin de l'été, il se met à essayer de la réparer. Alors, bien entendu, là, il n'y a que l'huile de coude, hein. Il n'a pas de revenus, à part son traitement de prêtre, il n'a pas de revenus. Donc, c'est avec des gars du village, qui à l'époque comptaient 300 habitants, aujourd'hui, il y a moins d'une centaine d'électeurs. Donc, avec des hommes du village, il essaie de retaper l'église, de faire qu'il ne pleuve pas, ou du moins qu'il ne pleuve pas partout. Et ça avait l'air de bien démarrer. Puis au mois d'octobre, donc il est là seulement officiellement depuis le 1er juillet. Au mois d'octobre, il y a un premier incident qui se produit. Il y a des élections, monsieur le curé monte en chaire, fait son sermon et explique aux femmes, parce que oui, déjà à l'époque, à la messe, il y avait beaucoup plus de personnes du sexe féminin que de sexe masculin. Il dit à ces dames qui sont là, il va falloir que vous fassiez attention, que vos maris votent bien. Parce qu'en plus, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc, à défaut d'autre chose, dites à vos maris de voter dans le bon sens. Et voter dans le bon sens, c'est voter pour ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opposition de droite, puisque le gouvernement, c'était les républicains de gauche. Donc, il dit, vous votez pour l'opposition. L'ennuyeux, c'est qu'en 1885, il n'y avait pas encore eu la séparation de l'Église et de l'État. Donc les prêtres étaient payés par l'État, et voilà un curé qui du haut de sa chaire dit même dans un bled il faut voter pour l'opposition, pam pam, suspension de traitement. L'évêque l'aide à sauver la face, le nomme pion au petit séminaire, la suspension de traitement ne dure que 3 mois, à l'automne il revient, et il se remet au travail, toujours, huile de coude, et en recrutant des ouvriers bénévoles parmi ses paroissiens, fort taper l'église. Seulement, sa situation, elle a changé. Parce qu'un curé qui fout la schtroumpf en disant « votez pour vérifier que vos maris votent bien pour l'opposition », c'est un curé qui s'attire des sympathies, justement dans l'opposition. Or, l'opposition de droite, c'était, toujours à l'époque, et nous sommes à la fin du 19e siècle, des mouvements royalistes. Et donc, comme il a la cote auprès des mouvements royalistes, on lui envoie un peu d'argent, notamment la comtesse de Chambord, qui est la veuve du dernier prétendant au roi de France, lui envoie des sommes qui ne sont pas considérables, mais qui permettent de travailler autrement que bénévolement, et toujours l'objectif, c'est la restauration de l'Église. Donc, les travaux continuent, on ne se presse pas, on n'a pas beaucoup d'argent. Les travaux continuent. Notre curé, Béranger Saunière, pour ne pas le nommer, bien entendu, Béranger Saunière se dit, mais au fait, puisque la comtesse de Chambord et quelques chefs du parti royaliste m'ont envoyé de l'argent, je peux le faire savoir. Il y a aussi des royalistes de base qui enverront de l'argent. Il suffit que je dise, que je fasse connaître que je suis un pauvre curé avec une église dans laquelle il pleut, etc., etc., et que madame la comtesse de Chambord m'a envoyé des sous. Il y en a d'autres qui diront, tiens, voilà 10 €, enfin 10 €, 10 francs de l'époque, bien sûr. Bon, et donc l'argent arrive et ça suffit à faire les réparations. Mais ce qu'il est important de noter à ce point-là, c'est que premièrement, les réparations sont toujours faites par le curé et des bénévoles. Disons que l'argent qui arrive, elle sert à payer le matériel. Et qu'au cours des réparations, il se produit un certain nombre d'incidents. Des incidents un peu bizarres. On en retient deux. En fouillant, en débarrassant des gravats, on trouve un pot en terre, qui a l'air d'être rempli de quelque chose de sonore et de trébuchant. Comme ça se passe sur le coup de midi, et que ce jour-là, ce sont des jeunes qui sont venus donner un coup de main, le curé leur dit, bon, c'est l'heure de rentrer à la maison, ce qu'il y a là-dedans, ne vous inquiétez pas, ce sont des médailles de Lourdes. Donc il est très probable que c'était des pièces d'or. Mais c'était certainement pas un trésor, disons que c'était un magot.
pas plus. Il est probable aussi qu'il a trouvé des vases sacrés, alors des vases religieux, ceux qu'on utilise pour dire la messe, qui avaient été cachés là par un de ses prédécesseurs. Disons que ça augmente sa cagnotte, ça ne fait pas de lui un milliardaire. D'autant plus que si vous allez payer votre McDo en disant tiens voilà un ciboire, voilà un vin, le gars en face il va trouver une drôle de tête. Il dira ici on prend les cartes bleues. Bon, donc c'est pas tout de trouver un trésor, on y reviendra à la fin de cet exposé, mais il faut pouvoir le monnayer. Si vous trouvez des euros, des billets de 500 euros, vous pouvez venir m'en parler, je suis preneur. Mais par contre, si vous trouvez des pièces d'or, ça ne m'intéresse pas. Bon, et donc, tout ça, d'une chose à l'autre, fait qu'en 1891, exactement, l'église est retapée. Elle est retapée et surtout redécorée. Alors là, la décoration, nom de Zeus, quand on y rentre, la première statue qu'on voit, c'est un diable. Un diable dans une église, ça fait quand même un peu drôle. Même s'il semble que ce ne soit pas la seule, vous rentrez, vous voulez aller vous signer, après tout, vous êtes pieux, et qui est-ce qui supporte le bénitier? Un diable. Ça, évidemment, ça fait un choc. Bon, ben, un choc, on s'en remet. Il y a des choses beaucoup plus bizarres. Vous vous déplacez, l'église est toute petite, c'est celle d'un village. Tiens, voilà une statue de Saint-Joseph. Ah, il a l'enfant Jésus dans les bras. Bon, c'est une statue où Saint-Joseph porte l'enfant Jésus. Vous tournez un peu la tête, en face, il y a la Sainte Vierge, avec encore l'enfant Jésus dans les bras. Là, de nouveau, renom de Zeus. Ils en ont eu deux, il y a eu des jumeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donnerai la réponse là aussi tout à l'heure. Donc il la redécore à sa façon, qui est un peu spectaculaire, parce qu'il a assez d'argent pour payer un statuaire de Toulouse, un nommé Giscard, mais qui, à mon avis, traduit surtout le mauvais goût de l'époque. Bon, mais en tout cas, elle a de la gueule, l'église. Elle a de la gueule, l'église. Et donc on va inaugurer l'église réparée en faisant venir l'évêque, et pour bien montrer que ça a de la gueule, on lui fera un feu d'artifice à l'évêque. Vous voyez, ça donne l'état d'esprit, la mentalité. Monseigneur, vous allez voir, venez un peu inaugurer l'église et vous allez voir que ça va péter le feu. Bon. Et tout ça donc nous amène, sans rentrer dans le détail des dates, en 1891. Voilà, l'église est retapée. Il est resté un peu d'argent, on peut aussi s'installer au presbytère, mais il n'y pleut plus. Et là, très probablement, ça c'est ma réflexion personnelle, dans la tête de ce prêtre, il se passe quelque chose, comme une espèce de rupture. Et il se dit, mais après tout, pour réparer l'église, il a suffi que j'envoie des lettres un peu partout au mouvement royaliste, que je fasse passer des petites annonces dans les journaux royalistes aussi, en disant « Je suis un pauvre curé de campagne dont l'église est en ruine. » Et le pognon est tombé. Et là, à partir de 1891, il continue de dire « Je suis un pauvre curé de campagne fauché ». Ça continue forcément de tomber, mais là, ça va dans sa poche. Et il achète des terrains qui à l'époque étaient des terrains vagues, qui sont là au bord du précipice. Il achète des terrains et il se lance dans des constructions qu'on peut voir à l'heure actuelle encore. Il y a une baraque qui, à mon avis, est aussi mauvais goût que l'église, et surtout il y a une tour néo-gothique sur le précipice qui s'appelle Magdala et qui, elle, a vraiment de la gueule. C'est une tour pour Dracula. Oui. Moi, ça m'a fait penser la première fois que je l'ai vu au château de Dracula, quand on le découvre dans le Nosferatu de Murnau. Quand il lui passait le pont, l'esprit de la nuit vers à sa rencontre, on voit un bâtiment, mais Magdala, ça m'y a fait penser. Bon, et donc il fait ça pour son compte, tranquille. Bon, il meuble très bien, parce que voilà, l'argent tombe, je suis un pauvre curé, allez-y, envoyez, on prend. L'argent tombe. Il s'installe, alors on racontera par la suite qu'il menait une vie extraordinaire. Bon, c'est un peu exagéré, mais enfin quand même, il commandait le rhum directement à la Jamaïque. Ah oui. Oui. Bon, il commandait, on a retrouvé, ce qu'il y a, c'est que justement, il était un peu filou, certainement. Et en même temps, il était naïf, parce qu'il a laissé un journal personnel qu'on a retrouvé
et dans lequel on peut lire « J'ai commandé du rhum à la Jamaïque et voilà la facture ». Donc, en général, un vrai truand, il cache des choses, quoi. Mettez-vous dans la tête d'un curé qui a du pognon qu'il ne devrait pas avoir. Vous avez envie de commander, enfin peut-être pas du rhum à la Jamaïque, mais du whisky directement en Écosse ou en Irlande. Enfin, moi je le commanderais plutôt en Irlande, mais c'est affaire de goût. Donc vous le commandez directement en Irlande, vous laissez quand même pas traîner la facture, quoi. Lui, il la laisse traîner. Donc on racontera qu'il menait bonbons, etc., qu'il nourrissait les canards avec des biscuits. C'est vrai qu'il vit dans ce qui n'est pas le grand luxe, mais dans un certain luxe qui choque en raison du décalage ses paroissiens. Sauf que comme il continue à bien faire le curé, quand quelqu'un a des problèmes à l'occasion d'un décès ou comme ça, il donne de l'argent, il dit tiens, c'est pour aider la famille puisque le père est mort. Finalement, ses paroissiens ne lui reprochent rien, ou presque rien, parce qu'il a quand même de drôles d'habitudes en plus. Il a du temps. Parmi les choses auxquelles je me suis intéressé, quand j'ai un peu fouillé la question, quand j'ai passé les 16 ans, c'est de combien d'heures libres disposait un curé d'un bled de 300 habitants dans l'Aude au début du XXe siècle. Et il y en avait énormément. Quand il avait dit la messe le dimanche, il n'y avait plus de messe jusqu'au dimanche suivant. Sauf si quelqu'un meurt. Mais enfin, 300 habitants, il ne meurt pas quelqu'un tous les jours. Bon, il y a des mariages, il y a des baptêmes, mais enfin, encore une fois, il n'y en a pas 342 par an. Donc il avait beaucoup de temps libre. Et les habitants de Rennes-le-Château disent oui, ils se promenaient sur la colline, ils revenaient en ramenant des sacs de cailloux. Des sacs de cailloux, ça paraît aussi bouillant que de monter à vélo à Rennes-le-Château, hein, parce qu'on veut devenir pour un cycliste. Alors quand on lui dit mais qu'est-ce que vous faites de ces sacs de cailloux, monsieur le curé? Ah mais je veux faire une grotte à l'imitation de la grotte de Lourdes. Bon, il fait une grotte à l'imitation de la grotte de Lourdes. Alors il a donné une explication. Encore ça passe. Mais quand il se met à passer la nuit dans le cimetière, là, c'est quand même un peu plus bizarre. Et la mairie finit par écrire à l'évêque et au préfet en disant le curé fait le con. Parce que si j'ai lâché le mot. Parce que passer la nuit dans le cimetière, en plus, il ne passe pas la nuit dans le cimetière tout seul. Et il y a quelqu'un qui doit tenir la lanterne. Et celle qui tient la lanterne, c'est une jeune femme qui est sa bonne, Marie Desnarnaud. Alors vous imaginez, si ça raconte, hein. Ça ne parle pas de pédophilie avec les enfants de cœur, mais ça parle vraiment, le curé et sa bonne, etc. À mon avis, il n'y a pas eu quoi que ce soit qu'on puisse lui reprocher dans ses relations avec Marie Desnarnaud, mais une grande amitié, une compréhension entre deux êtres, de ces choses qui ne se formulent pas, un peu comme disait Montaigne. Et donc il fouille dans le cimetière. Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans le cimetière la nuit? Alors, l'hypothèse qu'on a retenue, c'est qu'il avait probablement trouvé sous l'église, pendant les réparations, le tombeau des seigneurs de Rennes-le-Château. Et qu'il y avait des gens qui étaient enterrés avec leurs bijoux. Donc il s'était dit, s'il y a des gens enterrés avec leurs bijoux sous l'église, il y en a peut-être qui sont enterrés ailleurs, dans le cimetière, avec leurs bijoux aussi. C'est une hypothèse qui paraît assez vraisemblable, qui paraît assez tenir la route. Mais là encore, ce constat, ces fouilles nocturnes dans le cimetière, elles sont très significatives du comportement du bonhomme. Parce que, je le disais il y a quelques instants, il écrivait tout. Et donc, comme il écrivait tout, on a tout retrouvé, et on s'aperçoit que dans cette période-là, c'est-à-dire à partir de 1891, à partir de moi, en quelque sorte, où il travaille pour son compte, où il fait bâtir la tour, eh bien, dans cette période-là, il fait aussi de très nombreux trafics. Des trafics qui ne sont pas illicites, mais qui sont un peu à la limite. Je vais vous donner un exemple. Donc, puisqu'il avait fait faire les statues de l'église ici à Toulouse, chez Giscard, eh bien, j'ai fouillé les archives Giscard. Et on trouve une correspondance assez intéressante. Il y a par exemple une lettre
Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château, à Monsieur Giscard, statuaire à Toulouse. Monsieur, mon cher Monsieur Giscard, j'ai le plaisir de vous envoyer quelques petits flacons, des échantillons du vin de la production de mon père, pour que vous le goûtiez, que vous vous fassiez une idée. Il y a l'échantillon grand A et l'échantillon grand B. Il y a Giscard qui répond, ah ben voilà, on les a goûtés, on a apprécié, on préfère les grand A. Et notre ami Saunière qui de suite renvoie une autre lettre, alors je peux vous faire envoyer une barrique complète, maintenant vous me faites une réduction sur le bas-relief. Donc il faisait rien que des trafics comme ça. Bien sûr, il faisait des trafics de messes, ça c'est archi certain, c'est ce qui est le plus établi, puisque les messes étaient rémunérées. Si vous vouliez faire dire une messe à la mémoire du grand-oncle Barnabé, eh ben, il fallait payer le curé. Et donc là, on est certain qu'il recevait des tas de petits mandats correspondant à des honoraires de messe. Il y a beaucoup d'autres trafics. Comme il y a des stations thermales dans la région, les touristes venaient faire un petit tour à Rennes-le-Château. Lui, il avait fait fabriquer des cartes postales qu'il vendait aux touristes. Vous voyez, il faisait dans le produit dérivé. Bon, finalement, c'est une histoire qui se passait fort bien, qui a assez mal fini, puisque vers 1913, l'évêque commençait à se poser des questions. L'évêque, il est à Carcassonne, il est à 40 km au nord, et qu'est-ce qu'il entend depuis plusieurs années? Qu'il y a un de ses curés qui est installé là en haut du Piton, qui s'est fait bâtir une tour, qui commande le rhum à la Jamaïque, qui de temps en temps invite le conseiller général, ça n'allait jamais plus loin, c'est jamais monté jusqu'au niveau des ministres, qui invite les élus locaux et qui leur dit « Marie, ma bonne, vous fera le lapin au thym que vous aimez tant ». Quand même, monsieur le curé, d'où tirez-vous cet argent? C'est personnel. C'est personnel, mais attendez, monsieur le curé, nous, à l'évêché, on a des documents, mais vous recevez des mandats pour dire des messes et tout ça. Donc cet argent, il n'est pas à vous. Il est à la Sainte Église de Dieu. Moi, l'évêque, je le prends. Ah, mais monseigneur, c'est que c'est de l'argent qui m'a été donné personnellement par des pécheresses que j'ai confessées et pardonnées. Et vous comprenez que je ne vais pas vous dire d'où il vient, et je ne vais pas vous le rendre. On m'a dit que c'était pour moi, je ne vais pas vous le rendre, parce que, imaginez que si je vous le rends, je suis obligé de vous dire que Madame Untel, elle a trompé son mari, et puisqu'elle est venue se confesser, que je lui ai donné l'absolution, etc. Pas question. Alors, l'évêque cède, il dit d'accord, mais il y a la tour, il y a la maison, il y a tous ces jardins que vous avez fait aménager. On dit même que vous avez un singe dans les jardins. Alors ça, dit l'évêque, je le prends, ça c'est à l'église. Vous ne pouvez pas dire c'est pour moi ou pour une confession. Et bien, le Saunière qui répond, mais monseigneur, ça n'est pas à moi tout ça. Ah ben, l'évêque, bien sûr, ça n'est pas à vous puisque c'est à l'église. Ah non, ça n'est pas à moi, c'est à Marie, c'est à ma bonne. Tout est au nom de Marie. Alors, enfin, je ne lui dis pas allez vous faire foutre, mais vous pouvez me demander quand même de faire cadeau à l'église et à l'évêque d'une propriété qui ne m'appartient pas. Là, l'évêque se fâche et on va de nouveau retrouver le caractère de l'abbé Saunière. L'évêque lui dit « Vous êtes nommé à Coustouge, fini Rennes-le-Château ». Alors Coustouge, c'est au fin fond des Corbières, c'est l'équivalent du Clain en moins montagneux. Et là, on a une lettre de Saunière qui répond « Monseigneur, vous me nommez à Coustouge, je dois cependant vous dire que si Dieu nous a mis là pour nous occuper de ses affaires, il ne m'a pas interdit à moi de m'occuper de mes affaires personnelles. Mes affaires personnelles sont à Rennes-le-Château, j'y reste. En plus, n'oubliez pas, il ne faut jamais l'oublier ça. Je sais que je me répète, comme tous les profs, mais il ne faut jamais l'oublier que c'était un bon curé, qui faisait bien le travail. Donc il a l'appui de la population à Rennes-le-Château, quand il est en conflit avec l'évêque. Quand l'évêque, par exemple, dit « Bon, ben, on va... » Et le presbytère, la mairie de Rennes-le-Château répond « Le presbytère,
c'est pas l'évêque là-bas à Carcassonne pour le loup, c'est un autre curé. Merdez-vous, on ne le met pas dehors, notre curé. Bon, finalement, il est sanctionné. Il est sanctionné. Et là, alors pour l'évêque, c'est la plus grande baffe. Parce qu'une fois qu'il est sanctionné, qu'il est suspendu, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de dire la messe, de donner des sacrements, eh bien, on nomme évidemment un autre prêtre. Et quand ce prêtre va monter pour dire la messe, il aura l'église vide. Parce que tout Raidre-le-Château sera allé assister à la messe de notre curé dans la chapelle qu'il a fait construire à côté de sa villa. Donc l'évêque, évidemment, a le bec dans l'eau, ça traîne. Bon, il y a la guerre de 14 qui se déclenche, donc ça suspend un peu le rififi. Et puis de toute façon, en 1917, Béranger Saunière meurt d'une crise cardiaque et il a été enterré à l'origine dans le cimetière à côté de l'église. Bon. Voilà l'histoire, ce que je me suis amusé un jour à appeler l'histoire en tube, c'est-à-dire l'histoire de Saunière du temps qu'il était vivant. Et puis après, il y a une histoire posthume. Il y a une histoire posthume qui commence dès sa mort, qui commence très lentement et puis qui va exploser, si une histoire peut exploser, à partir des années 1950 et 1960. Donc il meurt, très bien, on l'enterre, tout le village défile, et qu'est-ce qui reste? Marie Desnarnaud, qui est chez elle. Elle est chez elle. Donc je reste chez moi jusqu'à ma mort. Alors elle va vieillir tout doucement, en ayant peu de sens des réalités. Elle ne se rend pas compte de tout ce qu'elle possède. Il y a les biens immeubles, si on peut dire, les constructions, mais il y a aussi toute la vaisselle, tout ça que le curé avait acheté. Ce n'est pas des fortunes extraordinaires, mais elle ne s'en rend pas compte. Elle va échanger un service de verre en cristal contre quelques œufs ou contre une poule, par exemple. Et donc, elle vieillit là-dedans. De temps en temps, évidemment, comme c'est une paysanne, comme les autres habitants de Rennes-le-Château, elle a vécu ce décalage entre la vie quotidienne du curé, qui même si ce n'était pas une vie de nabab, c'était une vie différente, une vie au-dessus. Elle a vécu le décalage entre la vie quotidienne du prêtre et la vie quotidienne des habitants de Rennes-le-Château. Et c'est elle qui, la première, commence à dire « Monsieur le curé avait trouvé un trésor ». Si vous voulez, c'est un peu ce qu'on dit. Vous avez votre voisin, vous le voyez partir chaque jour au boulot en trottinette, et puis à partir de lundi prochain, il part en Rolls. Donc vous allez dire « Il a gagné au loto ». Ben, à l'époque, il n'y avait pas de loto, donc on disait « Il a trouvé un trésor ». C'est un peu Marie Desnarnaud qui lance l'histoire du trésor. Il a trouvé un trésor pour expliquer simplement le décalage entre le niveau de vie d'un côté et le niveau de vie de l'autre. Ce décalage n'était pas énorme, mais elle disait ça. Elle va mourir en 1953 et auparavant, elle aura vendu tous les immeubles qui lui appartiennent, la tour, la villa, les terrains, à un dénommé Noël Corbu. Elle lui aura vendu en viager, qui était un drôle de bonhomme, un gars qui un jour fabriquait des abat-jours, le lendemain il écrivait des romans policiers, tout ça est exact. Et qui, le gars, il dit tiens, tout ça c'est bien, j'installe un hôtel-restaurant. Et donc il fait un hôtel-restaurant, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Les touristes, ils restent sur la grande route en bas. Et donc l'hôtel-restaurant, personne ne vient. Et Noël Corbu est le premier qui reprend l'histoire du trésor. Mais lui, il la reprend, on va dire, avec une habileté qui valait celle de Béranger Saunière quand il faisait des trafics. Il la reprend en disant « Le curé avait bien trouvé un trésor, mais il n'a pas tout trouvé. Il y a des choses qui restent. Venez vous installer dans mon hôtel, je vous ferai un prix. » Et puis on ne sait jamais, hein, les jardins sont là, vous pouvez creuser, on ne sait jamais, ça arrive. Et donc, à partir des années 1950-1955, commence l'époque des chercheurs de trésors. Parce que les êtres humains sont tels
que si vous dites quelque part qu'il y a un trésor, les gens ne vous répondent pas prouvez-moi-le, ils vous répondent où est-ce qu'on achète des pioches. Et ils veulent y aller. Donc, c'est l'époque des chercheurs de trésors. J'ai un ami, un défunt ami, qui était médecin dans la région, le docteur Malacan, qui s'y est intéressé et qui y a cru aussi. Pourtant, c'était un homme très intelligent, très cultivé, mais il a creusé lui aussi. Plus exactement, il a creusé sous les ordres du bibliothécaire de Carcassonne, qui y croyait également. Et vous m'avez bien compris qu'on creusait, il y en a même qui creusaient à la dynamite, mais on ne trouvait rien. Et donc, et là, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse un peu, c'est un détail, le bibliothécaire de Carcassonne avait recruté un radiesthésiste. Ah, il n'y a rien de tel que les radiesthésistes pour dire c'est là qu'il faut creuser et c'est pas à côté. Et donc il y avait l'équipe, le trio composé du radiesthésiste, du bibliothécaire, René Descadellas, et de mon ami médecin, qui lui étant le plus jeune, avait la charge de manier la pioche, bien sûr. Donc le radiesthésiste disait c'est là, le bibliothécaire disait docteur creusez, et le docteur creusait. Et ils se sont trouvés un jour devant un trou qui faisait à peu près 2 mètres de profondeur. Il n'y avait toujours pas de trésor. Alors, mon ami le médecin commence un peu à râler, je ne suis pas l'esclave, etc., je suis tout bime. Et voilà le radiesthésiste qui dit plus qu'un mètre, plus qu'un mètre, et on a le trésor. Alors le docteur ne pouvait pas refuser. 1 mètre, vous en avez déjà creusé 2. Allez, on revient demain. Le lendemain, le bibliothécaire était là, il paraît qu'il portait des pantalons de golf, c'était la mode de l'époque, des pantalons de bibliothécaire. Le radiesthésiste dit je suis sûr, docteur, la pioche, descendez. Il descend dans le trou, il creuse son mètre, il trouve rien. Alors là, il est au fond du trou, le Toubi, il est à 3 mètres au fond du trou, et du fond du trou, il gueule. Et ça suffit. Il y a le radiesthésiste qui lui dit « Malheureux, j'avais bien dit qu'il fallait creuser 1 mètre, mais en travers, et vous avez creusé 1 mètre en profondeur. » Et là, mon ami, le Toubi, me dit, je lui ai répondu « Vous avez de la chance que je sois au fond du trou. » Et le gars, il a dit bah, « Pourquoi ? Pourquoi ?» Le radiesthésiste. Et le Toubi m'a répondu « Parce que c'est moi qui tiens la pioche. » Donc, il y a eu l'époque des chercheurs de trésors, et personne n'a rien trouvé. Sur ces entrefaites, au début des années 60, est arrivé, ayant entendu parler de l'histoire du curé et du trésor, un très très grand écrivain qui a été un poète surréaliste, un grand résistant, Gérard de Sède. Et Gérard de Sède, vous regarderez sur Wikipédia qui il était, parce que c'est quelqu'un de très oublié, c'est quelqu'un d'exceptionnel, comme auteur de poésie, entre autres, comme journaliste enquêteur aussi. Gérard de Sède s'intéresse à Rennes-le-Château et il publie un premier livre qui s'appelle L'or de Rennes. Et c'est le premier livre qui fait faire un pas de plus. On sort d'une histoire de trésor qui est toujours restée locale. Vous voyez, Montoubi, il avait son cabinet à 20 km de Rennes-le-Château. Le bibliothécaire qui dirigeait les opérations, il venait de Carcassonne, là où était l'évêque, mais c'était resté dans le coin. Et le bouquin de Gérard de Sède a commencé vraiment à populariser l'histoire. Or, Gérard de Sède, qui était aussi un homme extrêmement intelligent, se dit, si je raconte qu'il y a un trésor, malheureusement, ça fait à peu près 10 ans qu'on le cherche, mon bouquin ne va pas se vendre. Donc, Gérard de Sède raconte qu'il y a un trésor, mais il le raconte à 2 niveaux. Dans un premier temps, il dit, alors il reprend un peu ce que racontait l'hôtelier Noël Corbu, il y a un trésor et une partie de ce trésor reste à trouver, mais Gérard de Sède ajoute, la décoration de l'église est codée. Donc, et il donne des exemples, si vous déchiffrez les statues, le chemin de croix, etc., vous saurez où trouver le trésor. Et puis, il en remet une couche. Il ajoute, il y a certainement, peut-être, ce trésor matériel.
qu'on peut chercher en regardant bien là les indications. Par exemple, sur un des tableaux du chemin de croix, on voit 2 dés. Il y a les dés, il y a des chiffres. Les chiffres, c'est une indication, et ainsi de suite. Bon, donc, il sous-entend que le trésor, tout compte fait, n'est peut-être pas seulement matériel, qu'il y a aussi un trésor spirituel, un secret, que Saunière a trouvé ce secret et qu'il l'a monnayé d'une façon ou d'une autre pour avoir de l'argent. Donc, sur le plan, si vous avez lu L'Or de Rennes, vous le savez comme moi, et sinon vous le lirez parce que c'est une très belle histoire. De toute façon, même si on peut, L'Or de Rennes, c'est raconter l'histoire de Rennes-le-Château, comme Alexandre Dumas racontait l'histoire de D'Artagnan. Mais c'est bien mieux Alexandre Dumas que les mémoires de D'Artagnan. On n'en lit pas 3 pages des mémoires de D'Artagnan, alors qu'Alexandre Dumas on dévore. Donc, si vous lisez Gérard de Sède, vous y verrez ces 2 niveaux. Trésor matériel, peut-être aussi trésor spirituel. Et on passe à la suite. 1982, c'est une équipe de la BBC qui découvre Rennes-le-Château. C'est à cause de ces téléastes anglais qu'on a parlé de Rennes-le-Château jusqu'en Australie. Et là, vous savez ce que c'est, après les émissions de télé, on fait des bouquets. Donc il y a d'abord un reportage sur Rennes-le-Château qui est diffusé dans Envoyé spécial ou quelque chose d'équivalent. Et puis il y a un des 3 journalistes, Henry Lincoln, qui sort un livre en disant « Vous avez remarqué que De Sède sous-entend qu'il y a peut-être aussi un trésor spirituel, qu'il y a peut-être aussi un secret. Ce secret, le voici. » Et le livre s'appelle « L'énigme sacrée ». Alors, je vais vous le donner en 2 mots. Le secret, c'est très simple. Jésus n'est pas mort, ça nous le savons, il est ressuscité. Mais après, il a épousé Marie-Madeleine. Ils sont venus s'installer dans le Razès. Ils ont fait des tas de petits-enfants qui ont donné naissance à la dynastie Wisigothe. Donc, c'est pas très bien. Alors, il ne s'agit plus de l'évêque à Carcassonne, il s'agit du pape à Rome. Vous imaginez, si le pape savait que Jésus a fait des gosses avec Marie-Madeleine, et puis après avoir été ressuscité. Et donc, hypothèse, bien entendu, de Henry Lincoln, donc, le secret, le voilà. Béranger Saunière a trouvé le secret, alors comment, pourquoi, allez savoir comment il a fait. Il a trouvé le secret, et il a fait du chantage à l'Église, en disant « Je vous casse la baraque si vous ne me donnez pas du pognon ». Ce qui fait que, quand on en arrive à la fin, ce qui est certain, c'est que Béranger Saunière a disposé de sommes d'argent relativement importantes. Pas des fortunes, mais quand même beaucoup plus que le SMIC. Qu'il a dépensé cet argent, ça c'est certain. Et que la décoration de l'église, si on va sur les archives de Giscard, on sait ce que coûte une statue. Et bon, c'était pas à la portée de tous les curés, on va dire. Donc on sait qu'il a dépensé de l'argent d'une manière assez conséquente, et on ne sait pas d'où il a tiré l'argent. Finalement, le mystère de Rennes-le-Château, c'est ça. Il a eu de l'argent entre ses mains, on ne sait pas où il le prenait. Et donc, il y a 3 grandes catégories d'hypothèses. La première, c'est celle que je m'amuse à appeler l'hypothèse de l'érudit. Celle du bibliothécaire de Carcassonne, René d'Escadéas, qui finalement était devenu un ultra-sceptique. Donc, pour l'hypothèse de l'érudit, Saunière faisait des trafics, trafic de messes, trafic de cartes postales, tous les trafics possibles et imaginables, et c'est de là qu'il tirait l'argent. Alors cette hypothèse, elle a des points faibles, je vous les donnerai dans quelques instants. Seconde hypothèse, hypothèse du trésor. Il a trouvé un énorme trésor, et clac, c'est pour moi tout ça. Problème, je l'ai déjà évoqué, trouver un trésor, ça ne vous enrichit pas forcément. Vous n'allez pas porter un trésor à la banque en disant « ouvrez-moi un compte ». Et troisième hypothèse, celle d'Henry Lincoln, l'hypothèse du secret. Alors, pour la première hypothèse, c'est celle des, on va dire, des gens
qui pensent que 2 et 2 ça fait 4 et ça ne fait pas quelque chose entre 3 et 7. Donc des gens qui veulent penser carré, c'est que les trafics expliquent les sommes dépensées par le curé. Elle a un point faible, c'est que pour savoir, quand on dit des recettes expliquent des dépenses, il faut qu'on ait des chiffres donnant le montant des recettes et le montant des dépenses. Quand une entreprise et quand une association publie ses comptes, eh bien, vous le voyez, il y a débit, crédit, et à la fin, il reste tant dans la caisse. Donc, de tout ça, on ne connaît rien. On n'a pas une idée précise du montant des dépenses. C'est-à-dire que pour avoir une idée précise, il faudrait connaître, par exemple, le montant du salaire d'un maçon à la fin du 19e siècle. Il faudrait savoir si Saunière payait au noir ou pas, au noir de l'époque. C'est-à-dire, il lui disait, je te donne ça, mais si on te demande combien je t'ai donné, tu diras que je t'ai donné 50. Donc on n'a pas du tout une idée des dépenses. On n'a pas une idée des recettes non plus. On est certain que les recettes existaient et qu'elles étaient troubles. Mais justement parce qu'elles étaient troubles, on ne sait pas à combien elles s'élèvent. Quand on dit, on a des témoignages précis montrant qu'ils recevaient des tas de petits mandats pour payer les honoraires de messe. D'accord, mais un tas de petits mandats, ça fait combien? Ça, on ne le sait pas. Il faudrait avoir accès aux documents de la Poste, vous imaginez, de l'époque. Bon, c'est hors de portée. Donc, cette hypothèse des trafics, elle a l'avantage de satisfaire les esprits carrés, d'être l'hypothèse par défaut. L'hypothèse d'Occam, comme on dit en philosophie des sciences. C'est-à-dire, c'est l'hypothèse simple, il trafiquait, il a rentré du pognon, il l'a dépensé, mais c'est faute de mieux, parce qu'on n'a pas des arguments qui prouvent que c'est la bonne. On peut simplement se dire, elle est moins mauvaise que les autres, donc c'est pour ça qu'on la garde. Alors, l'hypothèse du trésor, je vous l'ai dit, il faut la balayer. Il faut la balayer, même si certainement, quand à l'époque de la restauration de l'église, il a trouvé un magot, il faut la balayer, parce qu'encore une fois, un trésor, c'est forcément ancien. On a parlé du trésor des Visigoths, du trésor des Blanches de Castille, on a tout un tas donné une liste de possesseurs de trésors, mais en fait tout ça, même si c'est des monnaies d'or et d'argent, c'est très ancien. Si on veut pouvoir en disposer, il faut passer forcément par un intermédiaire. L'intermédiaire, on ne l'a pas trouvé. Donc l'hypothèse du trésor, elle flanche, elle a un point faible de ce côté-là. Si c'est un trésor, on ne sait pas comment il l'a fait pour le transformer en billet de banque. Et troisième hypothèse, celle du secret. Alors évidemment, c'est celle qui fait le plus rêver. La preuve, il y a un dénommé Dan Brown qui, un jour, ayant lu le livre de Lincoln, s'est dit, c'est bon tout ça, ça fait un bouquin, ça fait pas de la littérature, mais ça fait un bouquin dont on pourra demander à un ringard comme Ron Howard de faire un film. Et le résultat est là. Bon. Donc, elle a cet avantage. C'est aussi celle qui fait rêver le plus de gens. Parce qu'évidemment, imaginez qu'il y a un secret, que l'histoire de l'Église est complètement à réécrire, que la doctrine officielle, elle ne tient pas la route, parce que le Christ a épousé Marie-Madeleine et qu'il a fait plein de petits Visigoths. Vous imaginez si ça fait rêver. Donc il y a des gens qui s'attachent à chercher à valider cette hypothèse. C'est la plus belle, c'est la plus formidable. C'est celle à laquelle on pense quand on se réveille la nuit. Quand on se réveille la nuit, vous ne pensez pas que Saunière faisait du trafic avec des vieux meubles. Vous pensez, et si Jésus avait épousé Marie-Madeleine, quand même, c'est ça qui se fait de mieux. Hein. Et donc, c'est celle-là que j'appelle l'hypothèse du poète. Parce qu'un poète, il n'a pas besoin de raisonner comme un pythagoricien, comme un mathématicien. Il a besoin de chercher à construire quelque chose, à créer quelque chose, même si c'est purement imaginaire. C'est pour ça que l'hypothèse du trésor, je l'appelle l'hypothèse du poète, et l'hypothèse des trafics, l'hypothèse de l'érudit. Mais maintenant, qu'on le veuille ou non, la question reste posée. Et je crois qu'elle restera
tout le temps posée, parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas eu un concours de circonstances, s'il n'y avait pas eu vraiment quelqu'un qui veut faire un hôtel et qui, pour attirer les clients, commence à raconter une histoire de trésor. Et puis ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Qu'est-ce qui resterait de Béranger Saunière à l'heure actuelle? Eh bien, ce qu'un écrivain de Carcassonne, Jean Giroux, un grand amateur de l'Aude, a écrit en 1936, avant que ça gonfle. Jean Giroux a écrit un livre sur les routes de l'Aude, dans lequel il rapporte tout un tas d'anecdotes. Et à propos de Rennes-le-Château, il y a 3 lignes. Au début du XXe siècle, le curé de Rennes-le-Château s'est enrichi, il n'a pas voulu donner d'explication à l'évêque et il a été sanctionné. C'est tout ce qui resterait probablement de ça, si justement les poètes n'étaient pas arrivés. Et donc c'est pour ça que l'hypothèse du secret, c'est peut-être la plus belle. Et de toute façon, moi je reste persuadé qu'on ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est ce qu'il a dépensé. Moi, souvent, j'ai eu l'occasion de parler de ça, j'ai écrit d'assez nombreux articles, je vais vous en parler un peu. J'ai même, moi, trouvé l'explication, ou plutôt je l'ai fait trouver à Sherlock Holmes, dans un petit roman que j'ai écrit. Bon, et je pense qu'on ne trouvera jamais l'origine des revenus de Béranger Saunière. Mais c'est un personnage passionnant. Pour moi, si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé également sur Nostradamus. Et bon, j'ai trouvé des choses, là aussi, j'ai écrit, j'ai publié. Nostradamus, je dis toujours, quand j'ai l'occasion de faire une conférence à son propos, que le personnage est aussi passionnant que la question des prophéties. Eh bien, à Rennes-le-Château, c'est pareil. Béranger Saunière est quelqu'un d'aussi passionnant que l'histoire de son pognon. Vous imaginez, quelqu'un qui est prêtre, qui est un bon prêtre jusqu'à son dernier jour, et qui, si l'on l'emmerge un petit peu, n'a probablement pas la foi, ou n'a plus la foi, mais il est curé, et il dit « je resterai curé, je ferai du job ». Ça déjà, c'est une personnalité hors du commun. Quelqu'un qui justement est un bon prêtre, il faut toujours se dire qu'il a commencé par dépenser pour réparer et décorer l'église. Et puis un jour, quelque part dans ma tête, il y a quelque chose qui bascule. J'ai plus besoin de pognon pour l'église, mais je peux continuer à en demander. Il y a une espèce de barrière morale qui s'effondre, qui disparaît. Il continue à demander. Et alors là, il achète du terrain, il fait bâtir une cour, il va acheter le rhum, on le sait, à la Jamaïque, et il s'achète même un singe pour faire joli. Voilà, si vous voulez, ce que je vois de l'histoire de Rennes-le-Château. Mais évidemment, il y a tant de poètes qui ont écrit qu'il y a peut-être tant de versions de cette histoire. Donc, merci pour votre patience. Et si vous avez envie de me titiller, vous avez encore le temps. Mais en général, dans ces cas-là, il en faut toujours un moins timide ou une moins timide que les autres qui ont se posé une première question. Spécial. Ah, je vous en prie. J'aimerais savoir, est-ce que Marie Bernardo, quand elle est morte, elle a fait une confession? Non, elle disait, et plutôt en occitan d'ailleurs, mais elle ne s'adressait qu'aux autres villageois. Elle disait, monsieur le curé avait trouvé un trésor, monsieur le curé avait beaucoup d'argent. Après, par exemple, Noël Corbu, quand il a racheté le domaine et qu'il a voulu faire un hôtel, disait, il y a un trésor, c'est Marie Desnardos qui l'a dit, mais rien ne le confirme. Elle était d'ailleurs très coupée de nos réalités quotidiennes à nous. Comme une personne qui vieillit dans un domaine qui était trop grand pour elle, elle n'aurait jamais imaginé être là. Et par exemple, en 1945 en France, on a changé tous les billets de banque, elle n'a pas compris ce qui se passait. Et elle a brûlé ce qu'elle possédait. Elle a possédé pas des tonnes aussi, mais parce qu'elle avait vendu des petites choses, et elle les a brûlées parce qu'elle ne comprenait pas qu'on échange les billets de banque. Mais la relation entre Béranger Saunière et Marie Desnardos est aussi quelque chose de formidable. C'est une relation de confiance mutuelle, de délicatesse, qu'on a retrouvé la correspondance, et en particulier les lettres que lui m'écrivait. Ce sont des lettres d'amitié
comme il y en avait en Occitanie au XIIe siècle, au temps des troubadours. C'est magnifique. Voilà. Quelqu'un d'autre? Non? Non? Ah, à part madame, mademoiselle, tout le monde est timide. Ou alors, ah. J'avais une question. Quelle était la relation Corbu et entre Madame Corbu à l'heure actuelle qui vient. Corbu et Madame ce que vous avez dit. Monsieur Corbu disait aux autres que c'est Madame Desarblous qui m'a dit qu'il avait un. Non, il ne le disait pas. Il ne le disait pas, il le sous-entendait. Il disait j'ai acheté la maison à cette personne qui vit encore ici, puisque je l'ai acheté en viager, et c'est elle qui m'a dit qu'il y avait un trésor. L'histoire du trésor, elle a été inventée, va-t-on dire, on met des guillemets, elle a été par Noël Corbu, à titre d'argument publicitaire. Mais vous savez, Noël Corbu, c'était aussi un drôle de film. Sa fille vit encore, c'est une dame très sympathique, elle a à peu près mon âge, et sa fille raconte que son père lui faisait porter des jupes en Vichy, ça c'est pour les vieux qui connaissent ça, le tissu à carreaux avec un jupon dessous, c'était très à la mode dans les années 60, c'était les habits que portait Brigitte Bardot à l'époque de sa gloire cinématographique. Après quoi, Noël Corbu prenait une photo un peu floue et disait, voyez, Brigitte Bardot est descendue dans mon hôtel, donc vous pouvez y vivre aussi. Et c'est sa fille qui le raconte. Donc, quand il dit c'est Marie Desnarnaud qui raconte qu'il y avait un trésor, on n'y fait pas trop confiance. Bon, alors, s'il n'y a plus de questions, c'est que vous êtes tous timides, ou plus que je vous ai tous convaincus, et encore vous. C'est vrai qu'il y a eu Des des pillages de tombes, de la tombe de pillages de tombes, on l'a raconté. Oui, On raconte beaucoup de choses, vous savez. À Rennes-le-Château, quand vous montez sur la colline, vous pouvez voir sur la gauche un très grand espace découvert et un peu balisé. C'est une dame américaine qui a fini sa vie dans la région et qui avait acheté des terrains pour faire un terrain d'atterrissage pour extraterrestres. Et donc on raconte beaucoup de choses. Mais c'est ça qui est formidable. Tout ce qu'on raconte à Rennes-le-Château, tous les rêves qu'il y a. Je vous le dis, moi, c'est dans le premier article que j'ai écrit. J'ai fait le parallèle avec D'Artagnan. Ce que raconte Alexandre Dumas, il n'y a rien de vrai dedans. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui nous séduit. Et on accède plus facilement à la vérité des gens à travers Alexandre Dumas qu'à travers les mémoires de D'Artagnan. Rennes-le-Château, c'est un peu pareil. On raconte absolument de tout, oui. Donc on a raconté, puisque j'évoquais au début les statues, tiens, je vais finir sur ça. La statue de Saint-Joseph avec l'enfant Jésus et la statue de la Vierge avec l'enfant Jésus, on a dit, ça y est, c'est la preuve que le Christ avait un frère jumeau. C'est une version Rennes-le-Château de l'histoire du masque de fer. La preuve, il y a un gosse dans les bras de chacun du père nourricier et de la mère. En réalité, je vais vous raconter pourquoi il y a un Saint-Joseph avec l'enfant Jésus. Alors, le curé avait acheté chez Giscard la Vierge avec l'enfant Jésus, c'est le modèle classique. Et puis un jour, et encore une fois, toutes les lettres, tous les échanges entre Giscard et Béranger-Saunière sont aux archives municipales à Toulouse. Donc, Giscard lui dit, monsieur le curé, vous avez dépensé pas mal d'argent, je vais faire un geste commercial, je vous offre un Saint-Joseph, je vous envoie le catalogue. Alors, sur le catalogue, il y en avait plusieurs de Saint-Joseph. Il y avait grosso modo le simple et le premium qui tenait l'enfant Jésus dans les bras. Et Saunière, avec son tempérament un peu truand, il a dit, puisque vous m'en offrez un, je prends le premium. Celui qui a le gosse dans les bras. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Rennes-le-Château. Et ainsi de suite. Monsieur. Pourquoi avoir fait un diable dans l'église? C'était pour provoquer... Bon, oui, parce qu'en réalité, le diable qui ploie sous le bénitier, qui s'effondre sous le poids du bénitier. Et en plus, il y a d'autres églises en France où on trouve la même scène, un diable qui présente le bénitier. Mais celui de Rennes-le-Château, il est particulièrement réussi. Quand vous y arrivez, hein. Bon,
Donc si vous me permettez, puisque j'ai une autre conférence à 5h15 qui vous intéressera peut-être, j'ai écrit un livre sur Rennes le Château. Vous allez dire, moi aussi. Il y en a au moins 300 livres sur Rennes le Château. Alors moi c'est venu un jour un éditeur qui me dit, Yves, à la manière dont vous écrivez, vous devriez écrire un roman. Et j'ai répondu, écoutez Olivier, puisque cet éditeur se prénommait Olivier, c'est un peu embêtant parce que je ne suis pas Christine Angot. Et moi, je ne vais pas raconter ma vie en écrivant un roman sur la couverture. Les romans, c'est fait pour Balzac ou pour Flaubert. Un vrai roman, c'est on invente les personnages et on invente une intrigue. On ne raconte pas sa vie en baptisant ça autofiction. Et j'ai dit à cet éditeur, ben moi je suis incapable d'écrire un roman. Puis il a insisté, il dit quand même votre style, tout ça. Et il m'a dit, mais au fait, vous vous intéressez à Sherlock Holmes, vous êtes membre d'un certain nombre de clubs de Sherlock Holmes, français et étrangers. Vous avez déjà un personnage. Vous avez déjà un personnage. Et après, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas une intrigue. Ça fait presque un demi-siècle, à l'époque où il m'a dit que vous vous intéressez à Rennes le Château. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas une intrigue. Donc j'ai écrit un petit roman qui raconte comment Sherlock Holmes résout le mystère de Rennes le Château. Et si vous lisez ce roman, vous saurez comment le curé a trouvé de l'argent. Et en plus, il y a eu le prix dans le roman, puisqu'en passant, Sherlock, il explique un meurtre mystérieux qui s'est produit à Toulouse à la fin du 19e siècle. Donc il y a 2 intrigues pour le prix lui-même. Donc tout ça pour dire que tous les droits d'auteur de mes livres, et c'est pour ça que j'en parle, sont versés à des associations humanitaires, comme ça en ce moment. Avec mes droits d'auteur, je soutiens Hôpital Sourire. Donc si vous achetez mes livres, je ne vais pas aller construire la tour Magdala, je vais vous donner un coup de main à Hôpital Sourire ou au Resto du Cœur de l'Ariège et ainsi de suite. Voilà. Merci pour la 2e fois et rendez-vous dans un quart d'heure pour un petit autre sujet.